Ah là 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 là. You talk to me? Vous avez goûté sa cuisine? Son bœuf en daube, son stock office, ses pieds paquets, maison. Hein? Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse? C'était des boîtes. On va changer d'univers, je vais vous amener dans le mien. Cette phrase que vous aurez reconnue, anodine pour certains, qui résonne profondément en moi. Cette phrase qui me permettait de disséminer de la cuisine dans mes interviews et parler gastronomie aux invités. Cette phrase aura fait son chemin jusqu'à aujourd'hui. Cuisinier depuis mes 15 ans, le cinéma me construit autant que la cuisine me passionne, les grands chefs m'ont inspiré. Aujourd'hui encore, la passion demeure, le bonheur, la transmission et le partage rythment mes journées. L'instant pur cinéma dévoile Flashback. Parlons cuisine, parlons cinéma. Et j'ai la joie et l'honneur de recevoir Michel Troisgros. Michel, bonjour, vous inaugurez le concept. Vous serez à jamais le premier. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Bonjour Jean-Charles. Non, très heureux de pouvoir discuter voilà, de notre passion commune, de nos passions communes. Moi, je suis entré en apprentissage à 15 ans, donc. Qu'est-ce que vous faisiez à 15 ans? Ou à 15 ans, j'étais en fin de troisième et j'allais attaquer mon premier stage chez Roger Verger au Moulin de Mougins, 3 étoiles Michelin à l'époque. C'était un grand chef, hein, Roger Verger, mais pas en cuisine, en service. J'étais en salle. Voilà, c'était mon unique expérience, l'unique de ma vie. Et même si après le service a occupé beaucoup mes soucis, bien entendu, ou pas mes soucis, mais en tout cas ma vie professionnelle, je l'ai dédiée à la cuisine. Mais là, j'avais à 15 ans ma première expérience, voilà, en service. Plus jeune, moi j'avais un rapport compliqué à la nourriture. Jamais on m'aurait fait manger un fruit ou c'était très compliqué également avec les légumes. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis tourné vers la cuisine assez rapidement. Comment il était votre rapport à la nourriture? Encore plus jeune, il était sous la tutelle d'une maman et d'une grand-mère très aimantes. Et qui, au quotidien, alors je vais dire nous, parce qu'il y avait mon frère et ma sœur, on était 3, la fratrie, à être partagée entre le grand restaurant, où là, nous avions une chambre commune à l'étage, juste au-dessus des cuisines. On pourrait dire qu'on était bercé par le son des cuisines, mais bercé aussi par le goût. Mais le goût n'était pas à l'époque, en effet, celui des clients. Il était plutôt celui de la cantine du personnel. Mais tout de même, la cantine déjà euh, euh, était faite avec grand soin. Ça, c'était l'aspect professionnel. Mais on était partagé aussi avec la maison de ma grand-mère italienne, qui était à quelques kilomètres de là, au Coteau, à côté de Rouen. Et là, on y recevait toutes les intentions que peut donner une grand-mère et une maman et un papa qui venaient manger tous les soirs avant le service avec nous. Mais c'était la grand-mère qui cuisinait. Et elle cuisinait, mais super bien. Elle cuisinait que des trucs pour les enfants que peuvent aimer les enfants. Alors, la cuisine italienne pour beaucoup, mais enfin, on la qualifiait pas comme ça, moi, je la qualifiais pas comme ça. C'était simplement la cuisine de ma grand-mère qui était bonne, mais il y avait beaucoup de pâtes, souvent des pâtes, beaucoup de légumes, des gratins de légumes, parce que c'était une époque où le gruyère, qu'on appelait le gruyère, mais l'emmental à trous, parce qu'il n'y avait pas de gruyère, on ne sait pas ce que c'était que le vrai gruyère. Tout comme on ne savait pas ce que c'était que le parmesan, il n'arrivait pas d'Italie. Ou alors, il fallait aller voir les cousins là-bas, dans le Frioul, loin en Italie, pour avoir un bout de parmesan. Et encore, il était rare et très cher. Donc, ça arrive beaucoup plus tard. Donc, c'était cet emmental à trous. On mettait, vous savez, dans la petite roulette, là, et tac, 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 tac. Et ma grand-mère faisait des gratins de rêve, ben ça, alors gratin de pâtes ou gratin de courgettes ou des tomates farcies ou des gnocchis à la sauce tomate. Voilà. Mais c'était une cuisine euh, de toute génération, mais en particulier les enfants, nous, on adorait ça. Donc voilà, j'ai le goût qui très tôt se développe sans même le savoir, quoi. Ça faisait partie d'un quotidien où on reçoit, on va dire, voilà, des indices comme ça en référence. Et c'est peut-être ça, tout autant d'ailleurs que l'exemple de mon père au restaurant,
Mais c'est peut-être ça qui m'amène à rentrer à l'école hôtelière à l'âge de 15 ans et demi et de choisir la cuisine. Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué étant plus jeune ou un film qui vous a construit peut-être? Construit, je ne sais pas, mais plusieurs. Euh, voilà, là, c'est des plus jeunes. On allait beaucoup voir les westerns. Mais ça, je vous parle, ouais, très jeune, hein. Il était une fois dans l'Ouest. Ouais, bien sûr. Je me souviens des musiques d'Ennio Morricone et, d'Henri Fonda, voilà, c'est ça, ou John Wayne. Et puis après, des années après, oui, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Voyage au bout de l'enfer. Robert De Niro m'a marqué, bien entendu. Il est, voilà, Le Parrain, voilà, des grands films comme ça, des grandes épopées américaines, beaucoup plus que La Grande Vadrouille. Alors, La Grande Vadrouille, je l'ai vu 20 fois, hein, bien entendu. Puis on se laissait pas de le voir. On se laissait pas de le voir quand on était gamin, mais c'est plutôt les grandes épopées romanesques ou les choses comme ça qui nous est rêvé, quoi. Voilà, Le cinéma s'est emparé et s'empare des cuisines dans de nombreux films et des séries également. The Beer, Aviv, The Chef, Comme un chef, La Passion d'Odin Bouffant plus récemment. Est-ce que c'est des films que vous regardez? Est-ce que vous avez un intérêt peut-être pour ces films justement? Pas particulièrement. Alors, je l'ai pas vu, La Passion d'Odin Bouffant. Il paraît que c'est très beau. Sur le plan esthétique, c'est très Oui, très beau. Alors, Avec Pierre Gagnère d'ailleurs à ouais, l'intérieur. Pierre, ouais, qui est là, génial. Il pouvait pas trouver meilleure personne, hein. Mais je peux pas juger. Il faut que je m'empresse de le regarder, en fait. Mais j'ai pas une attirance particulière pour les films qui traitent de cuisine. Alors bien sûr, j'ai vu. Alors, le nom m'échappe, avec Stéphane Audran, ce film. Le Festin de Babette. Le Festin de Babette, voilà, le Festin de Babette pour un dîner de Noël où Stéphane Audran leur fait un repas extraordinaire avec la soupe de tortue, la caille en sarcophage. C'est un grand classique. Eh bien, voilà, bien sûr, le Festin de Babette. Et je me souviens très bien du menu qu'elle réalise parce que je l'ai moi-même réalisé, ce menu, après la projection du film, où là aussi le nom m'échappe, le réalisateur danois était venu à Roanne. Le film avait été projeté donc au cinéma Le Renoir à Roanne, qui est un cinéma qui est dédié au bon cinéma. Donc il était là, il avait bien sûr commenté son film. Et moi, dans la foulée, j'avais fait pour une cinquantaine d'invités, j'avais fait le menu donc qui est réalisé dans le film. C'est pour ça que je me souviens très bien de la caille en sarcophage, qui est un feuilletage évidé à l'intérieur avec une caille qui est rôtie, désossée et rôtie, et qui est à l'intérieur, et on remet le chapeau, donc elle est en sarcophage avec une sauce et la soupe de tortue qu'elle réalise dans le film et que j'avais réalisé, mais où j'avais remplacé la tortue par de la tête de veau, parce qu'il y a un peu la même texture, il n'y a pas le même goût, mais il y a la même texture, un peu gélatineuse, comme ça, très souple sous la dent. Et parce que la tortue, bien entendu, est protégée aujourd'hui, on n'y touche plus. Mais voilà, c'était un dîner assez extraordinaire, quoi, voilà. Comment, plus jeune en cuisine, vous arrivez à vous affirmer, à prouver que vous êtes à votre place? Alors, j'ai jamais vraiment tenté de prouver. Je sais pas, j'ai essayé d'être moi-même. J'ai pas essayé de lutter contre la grande histoire de la famille et ce qu'avait écrit mon papa, qui avait énormément de talent, beaucoup de charisme, de présence. J'ai eu du mal, en effet, derrière lui, à me révéler. Parce que on pouvait pas croire que le petit Michel pouvait prendre la suite du grand Pierre, Trois Gros. Donc, il a fallu que j'attende, que je patiente vraiment pour être dans la lumière. Beaucoup plus d'ailleurs que les cuisiniers de ma génération qui avaient aussi du talent, mais qui n'étaient pas les fils de Pierre Trois Gros et qui n'avaient pas, voilà, à attendre leur heure. Alors, je l'ai attendu jusqu'à un peu plus de 40 ans, entre 40 et 45 ans, où là, le Goemio a commencé en effet à écrire que Michel était doucement en train de s'affirmer,
de succéder à Pierre et de proposer une cuisine différente, même si elle était encore dans le droit fil. Elle était différente, voilà. Elle était différente tout simplement parce que j'étais différent et puisque j'avais reçu une formation beaucoup plus internationale que mon papa. Je travaillais aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, et puis chez des grands chefs à l'époque qui m'ont à la fois apporté beaucoup dans l'expérience de cuisinier, mais en même temps, je m'étais fait le palais, j'avais fait beaucoup de découvertes culturelles, etc. Déjà, le Japon, la Chine, tout ce mélange, toute cette mixité de la Californie, le Mexique, etc. Donc, j'apporte quelque chose, mais il a fallu du temps, en effet, tout d'abord à mon papa pour se retirer de la scène. C'était pas facile pour lui parce que c'était une génération où on est dans sa maison, on vit dans sa maison, on dort dans sa maison, rien n'existe à côté. Donc pour la quitter, et même si c'est avec fierté parce que le fils arrive, eh ben c'est dur, voilà, faut se réinventer. Donc mon papa a eu cette difficulté. Mais après, en effet, j'ai pu, après le Goemio, d'autres qui m'a nommé chef de l'année, cuisinier de l'année, tout comme mon fils d'ailleurs cette année, cuisinier de l'année en 2002. Et bien après, voilà, j'ai écrit un livre, mon premier livre qui a été sur la cuisine acidulée. C'est tout ce que j'ai reçu, l'acidulé, hein, de ma famille, en fait, ce goût-là, très pointu, très vif, et qui ne m'a jamais quitté. Et puis après, voilà, un deuxième sur l'Italie de ma mère, et voilà, bon, etc. Les choses se sont enchaînées. Est-ce qu'il y a une réplique de film que vous pourriez citer par cœur? Ah là 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 là. You talk to me. Est-ce que vous vous souvenez du premier plat que vous ayez cuisiné ou de la première recette que vous ayez Les faite? gnocchis de pommes de terre sous la tutelle de ma grand-mère avec une sauce tomate, mais une sauce tomate de dingue que je suis jamais arrivé à reproduire. J'ai jamais fait. Oh. Toute ma vie, je suis en quête d'un goût et d'une couleur d'une sauce tomate comme les faisait ma grand-mère. Alors, honnêtement, les tomates doivent pas être. Je pense. On n'y mettait pas de nom, il n'y avait pas de variété à l'époque. Il y avait les tomates du jardin, point barre. Mais Dieu, qu'elles étaient bonnes. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez le premier film que vous ayez vu au cinéma? Je ne sais pas si c'est le premier, mais je me souviens d'un jour, Jacques Brel était là et j'étais vraiment gamin. Hein. Et Jacques Brel, avec mon papa, décide d'aller au cinéma. Le cinéma de Roanne s'appelait le Marivaux à l'époque. Et je me souviens les avoir accompagnés. Jacques Brel jouait dans le film. Il était médecin de campagne. Je ne me souviens plus le nom du film. J'étais vraiment tout gamin. Et c'était assez magique d'avoir Jacques Brel à côté de soi et en même temps à l'écran. Il était médecin de campagne. Mon oncle Benjamin? C'est ça, mon oncle Benjamin. Exactement. En quelle année est ce film? 1969. Eh bien voilà, j'ai 11 ans. Je suis né en 58, j'ai 11 ans. Et j'accompagnais, voilà. Alors peut-être que j'ai vu des westerns avant, hein, ou peut-être que La Grande Vadrouille, ou je ne sais pas quoi, moi, quand on était gamin, les gendarmes de Saint-Tropez, ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, c'était le cinéma, c'était ça. Je me souviens aussi, parce que je me souviens de Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest. Qui sait qui ne l'a pas eu là à un moment, voilà. Elle était grandiose, quoi. Voilà. Menu plaisir, Les Trois Gros, un film de Frédéric Wiseman que j'ai eu la chance de découvrir en festival à La Roche-sur-Yon, un documentaire de 4 heures sur le domaine Trois Gros, sur ce que vous faites au restaurant et à côté. Comment il naît ce projet? Combien de temps ça vous a pris, vous de votre côté, entre les préparatifs et le tournage? C'était un peu long parce qu'on ne connaissait pas Frédéric Wiseman. Il est venu déjeuner à la maison avec Olivier Giel. Olivier était à la Comédie Française et avait totalement participé, contribué au tournage du film que Frédéric Wiseman avait dédié à la Comédie Française quelques années avant, et au point d'être
d'être en amitié avec Frédéric Waisman et de l'héberger au moment du confinement. Et c'est à la sortie du confinement, du Covid, que, au dire de Frédéric Waisman, et puis parce qu'ils ont eu le temps aussi à la maison en Bourgogne, parce que la maison était en Bourgogne quand ils ont été confinés chez Olivier Giel, et au dire donc de Frédéric, ils ont commencé à regarder quels étaient les restaurants gastronomiques dans un périmètre alentour de la Bourgogne, et là ils sont tombés sur 3 gros, et c'est 3 gros qu'ils ont retenus. Donc ce jour-là, ils sont à une table tous les deux, et je ne suis pas là. C'est César, mon fils, qui est là. Il voit cet homme un peu particulier, au physique en tout cas un peu particulier, avec un accent américain très marqué, mais en même temps un français maîtrisé, qui se présente à lui, qui lui fait les éloges du repas, qui lui pose quelques questions sur la maison, et puis au final se présente comme Frédéric Waisman, cinéaste, voilà, Waisman, cinéaste. César s'empresse de retourner à la cuisine et de regarder Frédéric Waisman, cinéaste. Et là, il voit dérouler sous ses yeux voilà, une filmographie extraordinaire. Retourne les voir en salle pour lui dire l'honneur, le plaisir qu'il a de faire sa connaissance. Et là, je crois que Fred, permettez-moi de l'appeler Fred, parce que vraiment c'est quelqu'un qu'on porte énormément, nous, la famille, en affection, lui dit, tiens, ça vous dirait, vous pourriez m'accepter pour faire un documentaire chez vous, votre maison m'intéresse beaucoup par son histoire, par les hommes, les acteurs, bon. Et là, César lui dit, écoutez, je ne sais pas, il faut que j'en parle à mon papa à son retour, et restons en contact. Et le mois d'après, sans avoir donné de retour, donc Frédéric nous envoie une très belle lettre de présentation et d'intention, avec quelques DVD joints, afin que nous puissions faire connaissance avec donc son cinéma, son travail. Et on s'est empressé de regarder ça. Il y avait Titicut Follies, il y avait la Comédie Française, il y avait National Gallery, il y avait Welfare, il y avait voilà quelques films comme ça. On se les est passés, on les a regardés. C'était très long à regarder. La longueur nous a surpris à chaque fois, mais aussi la vérité nous a séduits. On a été dans un deuxième confinement, donc on a été dans le silence, nous, mais la communication, quand même, de son côté, continuait, il s'y tenait. À ce moment-là, on s'est dit, vu son âge, 90 ans, il va baisser les bras. À 90 ans, on ne peut pas consacrer 2 mois de sa vie dans un restaurant loin de ses bases. Il habite entre Boston et Paris. Ça nous paraît quand même un investissement physique compliqué. Et puis, il n'a rien lâché du tout. Rien lâché du tout. Fini le deuxième confinement. Hop, à nouveau un très beau courrier de Fred qui nous alerte de son passage en France et de sa venue à Roanne pour nous convaincre de le faire. C'était pas facile, nous, en famille, de prendre une décision, parce qu'il nous demandait 2 mois de tournage dans la maison. Alors, soit une toute petite équipe, lui, un preneur de son, un caméraman, c'est tout. Mais quand même 2 mois. 2 mois où, en fait, de façon très élégante, il nous dit, voilà, vous vous occupez pas de moi. En revanche, voilà, considérez que toutes les portes me sont ouvertes, que ma caméra peut traîner partout. Voilà.
y compris aller là où vous allez, sur les marchés, chez vos fournisseurs, euh, voilà. Mais avec vous ou sans vous, voilà. Donc ça n'a pas été facile pour nous de dire oui à ça, mais c'était surtout les 2 mois avec nous, quoi, en immersion avec nous. On avait un peu peur parce qu'on a vu ce qu'il était. euh, voilà, on a vu la personnalité de ses films et que avec lui, la beauté, c'est ne rien cacher. C'est tout montrer. La beauté, avec lui, c'est être soi-même et pas être acteur. Euh, donc, jamais on nous avait demandé une chose pareille. Toutes les tournages qu'on avait faits jusque-là, ils étaient passés par la maquilleuse. Je vais vous donner les questions avant afin que vous vous y prépariez, etc. Là, on n'était pas du tout dans le Ouais. dans le même genre. Vous êtes plutôt popcorn sucré ou salé? Mmh, Quand je vais au ciné, c'est sucré. Avec mes petits-enfants, là, c'est sucré parce que c'est ça qu'ils prennent. Des pop-corn salés, jamais. Rarement, pour l'occasion. Est-ce qu'il y a un plat aujourd'hui encore que vous ratez ou que vous réussissez moins? La tarte aux pommes. Ok. Mmh, Très capricieux, une tarte aux pommes. Très capricieux. Dépend de la qualité des pommes, dépend de la qualité du four, dépend de la qualité de la pâte et dépend de la main de celui qui le prépare. C'est jamais pareil une tarte aux pommes, même si on a une bonne technique, une bonne recette, c'est capricieux. Moi personnellement, c'est l'omelette où en fait j'ai fait tellement d'œufs brouillés, Ah, qu'en fait à chaque fois que je fais une omelette, je termine en œufs brouillés. alors là, c'est un peu pareil. Pour la quantité d'œufs, le bon diamètre de la poêle, un bon revêtement de poêle, le gaz, le feu, parce que c'est le feu qu'il faut. L'induction, c'est juste impossible pour faire une omelette. Mais le gaz, juste ce qu'il faut, ni trop fort, ni trop faible. La noix de beurre, juste à la bonne température au moment où on verse les œufs battus dedans, déjà assaisonné, bien entendu, pas poivré, assaisonné de sel. Et là, en effet, la fourchette et le tour de main, ça, il faut en faire des milliers pour arriver à en faire une bonne. Et c'est ce qui est beau, je trouve, avec les œufs. Je trouve que les œufs, c'est pour moi l'ingrédient que je préfère parce que la différence de température fait qu'on obtient du tout au tout, du tout à rien, et qu'on peut rater un truc alors qu'on a juste 2 degrés de trop. Et je trouve ça magnifique, la crème anglaise, et c'est un bonheur à faire, je trouve. Hier après-midi, j'ai fait une crème pâtissière avec ma petite fille Annette. On peut pas rater une crème pâtissière. À la limite, il peut y avoir des grumeaux si on fouette pas suffisamment, et ça peut coller au fond si on fouette pas suffisamment. Mais alors là, c'est dingue parce que je vois que mes petits-enfants aujourd'hui aiment aussi, et quand on fait de la pâte brisée ou autre ensemble, ils adorent manger la pâte crue comme ils adorent la crème pâtissière avant qu'on la porte sur le feu. C'est-à-dire quand il y a le mélange œufs, sucre, farine. Là. Et quand j'étais gamin, mais qu'est-ce que j'aimais la pâte crue, moi aussi, les appareils crus avant cuisson. C'est toute génération. Est-ce que vous avez un pire souvenir culinaire? Quelque chose que vous auriez mangé et que vous auriez détesté? J'aime pas beaucoup les soupes à l'oignon. C'est pas mon truc du tout. Non, c'est pas mon truc du tout. Généralement, avec ces oignons qu'on fait pincer avant. Alors, il faudrait que je puisse aujourd'hui recommencer parce que dans la cuisine classique, on y mettait de l'alcool dedans. On y mettait tout le temps à la fin une goutte de Porto. Et peut-être que c'est ça qui me dérange en fait. Hein. Mais aussi, je suis pas un grand fan. On va dire, de la préparation, la soupe à l'oignon. Au contraire, votre plat préféré? Ça dépend des circonstances. Spaghetti à la tomate avec du fromage râpé dessus. Une bonne noix de beurre, hein, quand même, hein, pour enrichir ça. Indémodable et je m'en lasse pas, quoi. Voilà, ça, c'est le truc. Voilà, et puis ça peut être. C'est le truc, c'est que même si je suis en voyage loin,
que j'en ai marre de la cuisine exotique parce que c'est tous les jours. Il y a toujours un restaurant italien qui travaille, qui est dans le coin. Là, il y a toujours un Italien ou quelqu'un qui sait faire de la cuisine italienne qui va me sauver la vie avec des pâtes. Le Central, restaurant et épicerie en plein cœur de Roanne, mais également le Bois sans Feuilles, restaurant gastronomique 3 étoiles au Michelin à Ouche. Première étoile en 1956, la seconde viendra 7 ans plus tard avant de décrocher en 1968 la 3e étoile. Bientôt donc la 60e année de 3 étoiles. Michel, avant de se quitter, Frédéric Wiseman, donc on en parlait, le réalisateur de Menu Plaisir nous a quittés le 16 février dernier, le 16 février 2026. Le podcast souhaitait, par votre biais, également lui rendre un hommage. Ce premier épisode de Flashback lui est évidemment dédié. Michel, merci infiniment pour votre temps, merci de vous être prêté au jeu. Vous n'imaginez pas l'honneur en tant que cuisinier de vous recevoir et le bonheur que j'ai eu à échanger avec vous. Bravo pour tout et merci encore. Et à bientôt, je l'espère. Écoutez, c'était un vrai plaisir, Jean-Charles. Merci beaucoup. Au plaisir de pouvoir, en chair et en os, se voir un de ces jours. Voilà, un grand merci. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Bonne journée, merci. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.